Début juin 2008, un Américain de 30 ans, à qui tout réussit, disparaît brusquement des radars avant d'être retrouvé mort chez lui quelques jours plus tard. Et si au départ tout laisse penser que sa vie était sans histoire, pendant l'enquête, la police découvre bien vite que la dernière personne à l'avoir vu en vie faisait de son existence un véritable enfer, et ce depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie incroyable du meurtre de Travis Alexander. Générique. Avant d'attaquer, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous laisseriez votre porte déverrouillée pendant la nuit? Eh bien, si vous avez répondu non, sachez que se balader en ligne sans aucune protection, c'est tout aussi dangereux, et c'est pour cette raison que je suis ravi de vous présenter un des sponsors les plus réguliers de la chaîne, CyberGhost VPN. Hop, je sais que certains d'entre vous sont tentés d'avancer dans la vidéo, mais attendez parce que aujourd'hui je vais vous donner un vraiment bon tuyau, croyez-moi. Bon, CyberGhost, c'est un VPN, réseau privé virtuel en français, qui permet de cacher votre adresse IP et de crypter toutes vos données. Ça, je suis sûr que vous le saviez déjà. C'est aussi un des leaders mondiaux du marché, avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, une excellente note sur Trustpilot, notée par plus de 21 000 utilisateurs, et il vous donne accès à 11 000 serveurs répartis dans 100 pays. Ça vous en fichez, mais ils en sont fiers, donc ils veulent que je le dise. Mais ça permet aussi de changer votre géolocalisation, et c'est là que ça devient intéressant. Alors oui, vous l'avez déjà entendu 1000 fois, ça débloque l'accès à l'intégralité du catalogue de plus de 40 services de streaming, comme Netflix, Hulu, Amazon Prime, etc. Et ça vous permet aussi de regarder des courses automobiles et motos en français gratuitement, en vous connectant sur un de leurs serveurs belges. Mais est-ce que vous saviez que ça peut aussi vous permettre d'avoir YouTube Premium pour 3 fois rien? Parce que oui, en France, le prix de l'abonnement mensuel est prohibitif. Mais en utilisant CyberGhost VPN, vous pouvez souscrire à l'offre depuis un autre pays comme la Turquie ou même encore l'Inde, et de ce fait, ne payer chaque mois que 1,50€ au lieu de 13€. Merci qui? Et tout ça pour seulement 2,03€ par mois si vous utilisez le lien que je vous laisse en description, ce qui vous fait 83% de réduction, sans compter les 4 mois offerts aux viewers de la chaîne. CyberGhost, ça fonctionne sur tout un paquet de supports, PC, smartphone, tablette, smart télé et même console de jeu, et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, donc vous pouvez par exemple vous partager l'abonnement avec des amis ou encore avec votre famille. Ils offrent aussi une garantie 45 jours satisfait ou remboursé et un support client en français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce qui vous permet de le tester en toute sérénité. Et maintenant, sans transition, retour à la vidéo. Quand le 4 juin 2008, dans l'après-midi, Travis Victor Alexander, un homme de 30 ans qui vit près de Mesa dans l'Arizona, loupe une importante téléconférence professionnelle à laquelle il était supposé se joindre, les autres participants se demandent pourquoi. Ses collègues savent que ça ne lui ressemble pas parce qu'il est connu pour tenir ses engagements. Il travaille pour Prepaid Legal Services, une société au sein de laquelle il occupe non pas un, mais 2 postes. Il y est chef commercial, mais aussi conférencier motivateur. Et s'il est vrai qu'il a bien réussi, on peut dire qu'il ne l'a pas volé parce qu'il a eu un début de vie plutôt compliqué. Travis passe son enfance en Californie, mais ses parents, Gary et Pamela, sont loin d'être ce que l'on pourrait qualifier de parents modèles. Souffrant d'une addiction à la méthamphétamine, ils ne s'occupent pas vraiment de lui, ni même de ses 7 frères et sœurs, qui se retrouvent la plupart du temps livrés à eux-mêmes quand ils ne se font pas menacer, hurler ou encore taper dessus. Le couple divorce quand toute la fratrie est encore jeune et Gary laisse les enfants à son ex-femme, qui est déjà assez peu capable de s'occuper d'elle-même. Il lui arrive de passer une semaine sans dormir à cause des effets de la drogue, puis de rester des jours entiers au lit quand elle n'en a plus, et à ce moment-là, si quelqu'un dans la maison la réveille, il est sûr d'être sévèrement battu, peu importe son âge. Les enfants vivent dans l'insalubrité la plus totale, au milieu des cafards où ils doivent régulièrement se passer de manger, parce qu'il n'y a plus rien dans le réfrigérateur, et qu'ils ne savent pas ouvrir les quelques boîtes de conserve qui restent dans les placards. Leur mère finit par se faire expulser du logement qu'ils occupaient pour défaut de paiement, et toute la famille atterrit dans une petite caravane où il n'y a même pas de douche, une situation qui dure 1 an. À l'âge de 8 ans, Travis attrape le peu d'affaires qu'il a et part frapper à la porte de la maison de sa grand-mère maternelle, Norma, qui vit avec son mari James, pour qu'il le laisse vivre avec eux. Ils acceptent, puis au fil du temps recueillent tous les enfants de Pamela, qui se trouvaient encore chez elle, pour leur offrir le foyer stable et aimant qu'ils n'avaient jamais connu. Norma est très croyante, elle est membre de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ce qui pousse peu à peu son petit-fils vers la religion, et c'est en devenant mormon à son tour que ce dernier trouve la force de surmonter ses nombreux traumatismes. En grandissant, Travis prend de l'assurance, il se met au sport,
Et s'il se rend vite compte que l'université, ce n'est pas pour lui, il n'en reste pas moins un jeune homme très travailleur qui ne lâche rien. Il se retrouve même à occuper jusqu'à 3 emplois en simultané, ce qui ne l'empêche malheureusement pas pour autant d'avoir du mal à boucler les fins de mois, ni même d'être endetté. En 2001, à 24 ans, il squatte chez un ami et cherche encore sa voie quand il fait la rencontre de Chris Hughes au sein de son église. L'homme est cadre supérieur chez Prepaid Legal Services, une entreprise prometteuse qui vend des assurances juridiques. La société se développe et cherche justement à embaucher des commerciaux. Alors, Travis décide de tenter sa chance et signe un contrat avec eux. Rapidement, il fait de très bons chiffres et ça lui rapporte, ce qui lui permet de ne plus se consacrer qu'à ça. En gros, il change radicalement de vie. Il quitte la Californie pour l'Arizona, tout en restant très investi dans la religion, mais aussi dans son boulot, parce qu'il monte sa propre équipe. En 2004, tout marche tellement bien pour lui qu'il se fait construire une énorme maison située à Mountain Ranch, une zone en développement à une demi-heure de Mesa, la ville dans laquelle il s'était installé en premier lieu. La demeure compte 5 chambres et pour éviter qu'elle ne soit trop vide, il décide de louer celle dont il ne se sert pas. Travis est devenu un modèle de réussite parce qu'il s'est fait tout seul, malgré une enfance très difficile, et qu'en plus de ça, il a su garder ce côté ouvert et humble qui plaît à tout le monde. Et tout ça, Prepaid Legal Services l'a bien compris. Résultat, l'entreprise l'invite régulièrement à venir parler dans des conférences qu'elle donne un petit peu partout dans le pays, parce que le vécu du jeune homme est inspirant, et puis en plus de ça, il est très bon orateur, ce qui ne gâche rien. Dès le début de l'année 2006, l'essentiel du travail de Travis consiste à former son équipe et à se rendre au séminaire auquel on lui demande d'aller. Donc, en vérité, il ne consacre plus qu'une poignée d'heures par semaine à passer lui-même des appels pour conclure des ventes. Mais il est ambitieux et ce qu'il souhaite vraiment, c'est pouvoir ouvrir sa propre société par la suite. Il veut pour ainsi dire laisser sa trace, et c'est aussi pour ça qu'il est en train d'écrire un livre. Bref, vous l'avez compris, Travis est sérieux et très impliqué dans son travail. C'est la raison pour laquelle son absence à cette importante téléconférence le 4 juin 2008 apparaît assez étrange. Et dans les jours qui suivent, la situation devient d'autant plus bizarre qu'il ne refait pas surface, pire même, tous ceux qui tentent de le joindre finissent par tomber sur son répondeur sans qu'il ne les rappelle jamais. Mais ce qui inquiète le plus son entourage, c'est qu'il doit très prochainement partir en voyage à Cancun avec des amis et qu'il ne répond à aucun d'entre eux. Ce silence n'a donc vraiment rien de normal. Le 9 juin, étant donné que personne n'est parvenu à l'avoir au téléphone ou ne l'a aperçu depuis 5 jours, quelques-uns de ses proches, dont l'inquiétude est grandissante, décident de se rendre chez lui. Quand il tape à la porte de la maison de Travis, l'un de ses colocataires s'y trouve et ce dernier confirme qu'effectivement, ça fait plusieurs jours qu'il ne l'a pas vu. Cela dit, il précise que ça ne l'a pas inquiété parce qu'étant donné qu'il intervient dans des conférences qui se tiennent parfois à l'autre bout des États-Unis, il n'est pas rare qu'il soit absent pendant un certain temps. Pour autant, le fait que Travis ne réponde à personne reste anormal, alors ses proches demandent une clé pour pouvoir ouvrir la porte de sa chambre située à l'étage, histoire d'aller vérifier s'il a laissé un indice sur le pourquoi de son absence. Après tout, il a peut-être dû partir précipitamment et il aurait pu casser son téléphone en voyage, donc le simple fait que ses valises soient manquantes, ça permettrait de rassurer tout le monde. Malheureusement, en entrant dans la pièce, ce que voit le groupe est tout sauf un soulagement, parce que dans le couloir qui va vers la salle de bain, près de la porte, il y a une quantité assez impressionnante de sang sur le sol. Les draps ont également été retirés du lit, ce qui ne laisse rien présager de bon, et en avançant encore, c'est tout simplement l'horreur qui s'offre à eux, parce qu'ils découvrent le corps nu et recroquevillé de Travis, qui a visiblement trouvé la mort dans sa douche. Il y a du sang partout dans la salle de bain, y compris sur les murs et au niveau du lavabo. Immédiatement, un appel est donc passé au 911. Hello. Hi, so what's going on? He's dead. He's in his bedroom. Okay. In the shower. Okay, how did this happen? Do you have any idea? No, we have no idea. Everyone's been wondering about him for a few days. She said that there was blood. So is it coming from his head? Did he cut his wrist? It's all over the place. Is there any weapons around? I don't know. Not that I saw. La police arrive sur les lieux et il ne leur faut pas bien longtemps pour conclure qu'il s'agit d'un meurtre parce que Travis a de toute évidence été poignardé à de multiples reprises, sa gorge a été tranchée d'une oreille à l'autre et sa tempe droite présente un impact de balle. La décomposition de son corps est avancée, ce qui signifie qu'il se trouvait là depuis déjà quelques jours. La maison est désormais une scène de crime et alors que tout le monde est évacué, totalement sous le choc, les enquêteurs investissent les lieux pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Rapidement, ils trouvent plusieurs éléments de preuve. Une douille de calibre 25 près du lavabo dans la salle de bain, une empreinte de main ensanglantée relevée sur le mur du couloir qui y mène,
ainsi que de longs cheveux bruns. Mais ce n'est pas tout, parce que la police met également la main sur une caméra qui se trouvait dans la machine à laver au rez-de-chaussée. L'appareil a apparemment subi un cycle de lavage, mais par miracle, sa carte SD peut encore être lue. Après plus d'une semaine, les enquêteurs réussissent à récupérer 19 fichiers, datés du 4 juin 2008, qui avaient été supprimés. Sur certaines de ces photos prises aux environs de 13h40, on peut voir une femme brune aux cheveux longs, nue sur le lit de Travis, et dans des positions assez équivoques. Le dernier cliché sur lequel le trentenaire est en vie date de 17h29, le même jour, et on peut le voir en train de prendre une douche dans la cabine où il a été retrouvé mort le 9 juin. Sur les photos suivantes, qui ont été faites dans les minutes après celle-là, Travis vient d'être agressé parce qu'on l'y aperçoit saignant abondamment sur le sol de la salle de bain. Du coup, après avoir fait cette découverte, la police pense immédiatement que la dernière personne à l'avoir vu vivant est très probablement celle qui était avec lui le 4 juin 2008 dans l'après-midi. La femme en question s'appelle Jodi Ann Arias, elle a 28 ans, et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa relation avec Travis était loin d'être saine. Jodi et Travis se sont rencontrés en septembre 2006 pendant une conférence organisée par leur entreprise, Prepaid Legal Services, qui avait lieu à Las Vegas dans le Nevada. À ce moment-là, la jeune femme est photographe amatrice, mais également et surtout commerciale, même si elle est loin de rencontrer le même succès que celui pour qui elle a un véritable coup de foudre. Jodi est blonde, assez grande, très belle, et elle attire Travis comme un aimant parce que dès le lendemain de sa rencontre avec elle, il dit à ses amis qu'il pense qu'il vient de faire connaissance avec sa future épouse. En fait, dès qu'ils entrent en contact, la connexion qui se crée entre eux est si intense que même la distance ne parvient pas à les séparer. Après la conférence, Jodi retourne chez elle, à Palm Desert, en Californie, alors que Travis, lui, vit dans l'Arizona, mais malgré les centaines de kilomètres qui les séparent, ils s'appellent tous les jours et s'envoient des milliers de mails. Les enquêteurs en ont recensé 82 000, donc on peut dire qu'ils ne lésinent pas sur les conversations écrites, mais il semblerait aussi qu'ils se voient de temps en temps, et que, petit à petit, ils se rapprochent physiquement. Le truc, c'est que, comme vous le savez, Travis est un fervent adepte du mormonisme qui interdit, entre autres, d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Mais malgré cette règle, ils finissent par passer le cap, et cette transgression sème la zizanie entre eux, parce que Travis vit très mal le fait de ne plus avoir une vie en accord avec l'un des principes fondamentaux de sa religion. Il se sent coupable et ne se gêne pas pour en faire le reproche à Jodi quand ils se disputent, jusqu'à parfois en devenir insultant. Il est impossible de dire si c'est la raison pour laquelle elle choisit de devenir elle aussi membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Toujours est-il qu'elle se fait bel et bien baptiser le 26 novembre 2006. L'année suivante, le 2 février 2007, Jodi se met officiellement en couple avec Travis, mais leur relation est déjà assez chaotique et à peine quelques mois plus tard, le 29 juin, ce dernier décide de rompre. En réalité, on ne sait pas avec certitude ce qui a réellement provoqué la séparation à ce moment-là, parce que Jodi affirme avoir trouvé des messages d'autres filles dans le téléphone de son petit ami au début du mois. Mais séparés ou pas, ils sont toujours irrémédiablement attirés l'un par l'autre et ils continuent de communiquer et même de se voir sans pouvoir s'empêcher de coucher ensemble. Ils parlent et se visitent à tour de rôle, puis finissent par se déchirer et s'éloigner à nouveau, et ainsi de suite. Le problème, c'est que Jodi n'a que Travis en tête, alors que lui, il n'a pas l'air d'avoir les mêmes priorités. Si l'une a envie de raccrocher les wagons de façon sérieuse et emménage même à Mesa en juillet pour se rapprocher de l'élu de son cœur, ce dernier commence de son côté à communiquer avec d'autres filles. Finalement, il joue sur plusieurs tableaux en même temps parce qu'il envoie toujours des sextos à son ex entre deux rendez-vous galants quand elle ne se retrouve pas directement dans son lit. En mars 2008, Travis et Jodi se sont apparemment rabibochés vu qu'ils partent en voyage ensemble à travers plusieurs États, mais ça ne dure pas parce que le 8 avril, la jeune femme retourne vivre en Californie à Eureka où elle trouve refuge chez ses grands-parents. Cela dit, ça n'empêche pas le couple, qui n'en est plus un d'ailleurs, de continuer son petit manège à distance jusqu'à ce que, fin mai, une nouvelle querelle éclate et les sépare cette fois de façon définitive, ou presque. Presque parce que, rappelez-vous, on la voit chez lui sur des photos datées du 4 juin, et ce qui prouve bien qu'ils se sont malgré tout revus par la suite. Pour rappel, ces clichés avaient été supprimés de la carte SD de l'appareil photo retrouvé endommagé dans la machine à laver, donc la police n'a pas pu les consulter tout de suite. En revanche, le jour même de la découverte du corps, Jodi essaye de joindre un enquêteur pour lui parler, et ce dernier ne la recontacte que le lendemain, soit le 10 juin. Au cours de cette conversation, elle affirme qu'elle a entendu dire que son ex était mort, et qu'elle appelle pour savoir si elle peut être utile de quelque façon que ce soit.
mais elle ne dit pas que ça. That was around April that you last saw him, right? Early April. You haven't been back in town since then? No, I haven't at all. Okay. I thought somebody had mentioned your name and you've been back in town for like a week or a couple of days. Oh, I've been thinking about going there. So yeah, I've been definitely planning on heading down there. But you haven't physically been here since you left? Since I moved, no, I haven't. No. Elle dit également qu'au moment des faits, elle était en voyage du côté de Los Angeles, bref, des choses qu'on sait être fausses. Le 17 juin, Jody se rend volontairement au commissariat de Mesa afin que la police puisse récupérer un échantillon d'ADN et ses empreintes digitales et faire ensuite une comparaison avec les éléments de preuve retrouvés sur la scène de crime. C'est aussi dans ces eaux-là que les enquêteurs arrivent à récupérer les photos, ce qui leur permet au passage de se rendre compte que l'ex de Travis leur a menti dès la première fois qu'elle leur a parlé. Le 21 juin, les résultats des analyses demandées tombent et révèlent non seulement que les cheveux prélevés chez la victime étaient les siens, mais aussi que l'empreinte de main ensanglantée, laissée sur le mur du couloir menant à la salle de bain, contenait un mélange de leur deux sangs. Tout ça fait d'elle la suspecte principale dans l'affaire et le 9 juillet, le jour où elle fête ses 29 ans, Jody est inculpée du meurtre avec préméditation de Travis, puis interpellée 6 jours après en Californie. La jeune femme plaide non coupable et elle est extradée vers l'Arizona, mais le mois suivant son interpellation, elle change de version. À la mi-août 2008, Jody donne une interview durant laquelle elle admet avoir menti et affirme que oui, elle se trouvait bel et bien avec Travis le 4 juin, mais qu'ils ont en réalité été agressés chez lui par des intrus et qu'elle n'a pas osé en parler parce qu'elle avait peur. Elle donne plus de détails dans une seconde interview l'année suivant les faits. A really loud pop, and the next thing I remember, I was lying next to the bathtub, and Travis was screaming. I looked up and I saw two other individuals in the bathroom, and they were both coming toward us. Jody affirme qu'il s'agissait d'un homme et d'une femme plus grands qu'elle, qu'ils étaient habillés tout en noir et couverts de façon à ce qu'on ne puisse pas les reconnaître. Ils portaient par exemple des gants et des masques de ski. Toujours selon son témoignage, à ce moment-là, Travis était déjà grièvement blessé et ne pouvait pas bouger. Alors, après avoir repris correctement ses esprits, elle a tenté de se jeter sur l'un des deux individus. Sa cible était la femme, qui était la plus proche et avait un couteau en main. Jody s'est précipité sur elle de toutes ses forces et elle a réussi à la déséquilibrer, mais ça n'a visiblement fait qu'énerver son partenaire, étant donné qu'il a sorti une arme et l'a collée sur sa tempe. And he pulled the trigger, and nothing happened with the gun. And so I just grabbed my purse, which was on the floor at that point, and I ran downstairs and out of there, and I left him there. Seulement, cette deuxième version n'est pas la dernière, et à la surprise générale, en juin 2010, soit 2 ans après le meurtre de Travis, Jody avoue que c'est bien elle qui l'a tué, mais qu'elle se souvient seulement de l'avoir fait en état de légitime défense. Elle révèle qu'elle subissait régulièrement des violences physiques comme psychologiques de la part de son ex, et qu'elle lui était totalement soumise, même quand il souhaitait qu'elle se livre à des pratiques sexuelles dont elle n'avait pas envie. Selon les dires de Jody, Travis l'a traitée comme un objet destiné à assouvir des fantasmes parfois interdits par sa religion, et il n'hésitait pas à la forcer quand elle lui refusait quelque chose. Elle affirme même l'avoir surpris en train de se masturber sur de la pédopornographie. Elle affirme que le jour des faits, c'est le simple fait qu'elle ait fait tomber la caméra avec laquelle avaient été prises les photos qui a mis le feu aux poudres. L'appareil était coûteux et quand Jody l'a laissé échapper, ça a mis Travis dans une colère noire. Il a alors tenté de la frapper une fois de plus et elle s'est défendue pour sauver sa propre vie en prenant accidentellement celle de son bourreau. Leur relation était effectivement assez toxique et s'il est fort possible qu'ils aient l'un comme l'autre plusieurs fois eu des comportements incorrects, pour autant, les proches de la victime ne croient pas un mot de la nouvelle version de l'accusé. Selon eux, Jody était la seule des deux qui était dangereuse et ils ont d'ailleurs pas mal de choses très négatives à dire sur elle. Certains en avaient même parlé à l'opératrice du 911 le jour où ils avaient découvert le corps de Travis. Has he been threatened by anyone recently? Yes, he has. Okay. He has an ex-girlfriend that's been bothering him and following him and slashing tires and things like that. Forcément, l'opératrice a ensuite demandé à l'amie de Travis si elle connaissait le nom de l'ex-petite amie en question. And do you know if he's ever reported it to the police? Her name is Jody. I don't know if he's ever reported. Hold on. Sky et Chris, d'autres amis de Travis, rapportent qu'ils se sont rapidement aperçus que le comportement de la jeune femme à son égard était
non seulement problématique, mais aussi très malsain sur bien des points. Very, very early on, she was completely obsessed with him. I started seeing things that were just disturbing, you know, her following him to the bathroom and standing outside the door without him knowing, or eavesdropping on his conversations, freaking out if he was out of her sight. Jody fouillait le téléphone, la boîte mail et le compte Facebook de Travis dans son dos et se permettait de transférer chaque message qu'il recevait de la part d'une autre femme vers sa propre adresse. Elle a même prétendu être harcelée par un homme et avoir très peur, tout ça pour le pousser à venir s'installer en Californie. Et ce qui inquiétait d'autant plus Sky et Chris, c'est que leur ami s'enfermait dans une forme de déni. Travis était mordu de Jody et quand le couple l'avait pris à part pendant une soirée pour tenter de lui faire comprendre qu'elle n'était pas nette, il n'avait pas voulu les écouter, même si le comportement de la concernée avait clairement prouvé qu'ils avaient raison. And all of a sudden, I got this cold feeling over me, and I knew she was outside our door. And I mouthed to them and pointed to the door, and I said, "She's out there." And Travis rips the door open, and she's there. And the look on her face was just, it was evil. There was a rage in her eyes. Heureusement, petit à petit, Travis a commencé à prendre conscience du fait que quelque chose clochait chez Jody, et selon ses proches, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a rompu avec elle le 29 juin 2007, mais c'était sans compter sur le fait qu'elle n'avait pas l'intention de le laisser sortir de sa vie du tout. Quelques semaines après leur séparation, au lieu de tourner la page, comme l'auraient fait beaucoup de gens, elle a emménagé à Mesa, dans l'Arizona, pour se rapprocher de son ex, alors qu'il lui avait clairement dit qu'il ne voulait pas se remettre avec elle. En réalité, Jody savait quel pouvoir d'attraction elle avait sur Travis et qu'il ne pourrait pas résister s'il la voyait. C'est probablement ce qui a motivé son choix, et de toute évidence, elle avait raison, parce qu'ils couchaient parfois ensemble, même quand elle se permettait d'entrer chez lui sans y avoir été invitée. Petit détail franchement flippant, pour s'introduire dans la maison, elle n'hésitait pas à passer par le garage, parce qu'elle connaissait le code de la porte, mais aussi par une trappe normalement réservée aux chiens. Cela dit, quand bien même il semblait ne pas pouvoir lutter contre son attirance pour Jody, Travis avait été limpide, il ne voulait pas d'une relation sérieuse avec elle. Du coup, en parallèle, il cherchait à faire la rencontre d'autres filles au sein de son église, parce qu'il souhaitait trouver quelqu'un avec qui il pourrait vraiment s'engager, mais la jalousie et la possessivité maladive de son ex l'a poussé à harceler toutes celles avec qui il avait le malheur d'avoir des rendez-vous suivis. On peut dire qu'à cause de ça, la vie d'une certaine Lisa Andrews Dayton a tourné au cauchemar pendant un temps, parce que quand Jody a su que Travis allait passer des soirées chez elle, elle venait taper à ses fenêtres ou à sa porte avant de prendre la fuite et lui envoyer des mails anonymes. Évidemment, quand il l'a confrontée à ce sujet, elle niait en bloc, mais il était clair que ça ne pouvait être qu'elle. On peut s'en douter, la situation était très pesante pour Travis et pour essayer de casser cette boucle infernale dans laquelle il se trouvait avec Jody, il a tenté de la convaincre de retourner en Californie et ça a fonctionné. Enfin, du moins pendant un temps. Elle a effectivement quitté l'Arizona début avril 2008 et après ça, tous les deux semblaient enfin avoir trouvé une forme d'apaisement. Par la suite, chacun avait même quelqu'un d'autre en vue. Travis avait commencé à avoir une dénommée Mary Hall, dite Mimi, et Jody avait bien accroché avec Ryan Burns, un homme vivant dans l'Utah, qu'elle avait une fois encore rencontré à une convention professionnelle. Mais malgré tout ce qu'il s'était passé entre eux et la présence de ces nouvelles personnes dans leur vie, l'ex-couple n'est pas parvenu à couper le cordon et continuait de communiquer par téléphone et par message pour avoir des discussions qui n'avaient rien d'innocent. Comme Travis l'avait lui-même dit, Jody était sa kryptonite. Pourtant, il ne pouvait pas s'empêcher de retourner vers elle ou de répondre à ses sollicitations jusque fin mai 2008, où, pour une raison qu'on ignore, une violente dispute a éclaté entre eux par SMS, le genre de dispute qui est généralement la dernière. Et c'est peu de le dire parce que Travis était apparemment en colère contre Jody, au point de la traiter de sociopathe, puis de lui dire qu'elle était la pire chose qui lui soit jamais arrivée. Et quand on connaît son enfance, c'est assez lourd de sens. Après tout ça, ils ont brièvement cessé de se parler jusque début juin et chacun avait ses propres plans à suivre dans les jours suivants. Travis devait partir à Cancun avec des amis et Jody devait aller voir Ryan dans l'Utah. La suite, vous la connaissez, Travis a été tué le 4 juin en fin d'après-midi et selon le rapport d'autopsie, il a été poignardé pas moins de 27 fois, en plus d'avoir eu la gorge tranchée et d'avoir pris une balle dans la tête. Sans parler de ses mains, qui présentaient des lésions défensives. Quant à Jody, elle a fini par avouer être celle qui a commis le meurtre, mais affirme qu'elle en est arrivée là uniquement pour sauver sa propre vie. Selon les enquêteurs, l'extrême violence de l'attaque démontre que c'était le fruit d'un très fort ressentiment personnel,
En gros, ça ne ressemble pas du tout au type de plaie qu'aurait pu infliger une personne cherchant simplement à se défendre. Jodie se dépeint comme une femme qui était sous l'emprise de Travis et régulièrement victime de violences conjugales de sa part, si on peut appeler ça comme ça vu qu'il n'était plus en couple. En fait, elle affirme qu'elle s'est simplement retrouvée piégée dans une relation extrêmement destructrice qui a dégénéré au fil des mois jusqu'à la conduire à commettre l'irréparable. Les proches de Travis, eux, disent que Jodie ment et qu'elle l'a tué de sang-froid par pure vengeance, parce qu'en réalité, elle faisait de sa vie un cauchemar depuis déjà un moment, faute d'avoir pu accepter la rupture. L'affaire fait rapidement la une de tous les médias et ce nouveau retournement de situation divise l'opinion publique. On se demande réellement qui est l'accusé. Une femme victime d'abus qui, à la base, voulait juste se défendre contre un homme violent, ou une meurtrière calculatrice. Le procès de Jodie s'ouvre le 2 janvier 2013 et les procureurs entendent bien requérir la peine de mort contre elle si elle est reconnue coupable, parce qu'il est vrai que, même si sa stratégie de défense peut en émouvoir certains, beaucoup de preuves qui sont exposées à la cour par l'accusation vont dans le sens d'un acte prémédité. Déjà parce que le 28 mai 2008, soit quelques jours avant le meurtre, une arme de poing de calibre 25 qui appartenait aux grands-parents de Jodie, chez qui elle vivait à ce moment-là, a mystérieusement disparu, en atteste une déclaration de vol de leur part. Un pistolet qui se trouvait être du même calibre que celui qui a servi à loger une balle dans la tempe de Travis. Le 2 juin 2008, à 8h04, Jodie a loué une voiture à Redding, en Californie, alors qu'elle n'y vivait pas, et qu'elle aurait tout à fait pu le faire à Eureka, la ville où elle habitait. Autre point un petit peu suspect, la personne qui a pris en charge sa demande témoigne du fait qu'elle a refusé le premier véhicule qu'on lui a proposé parce qu'il était rouge, en disant explicitement qu'elle en voulait un d'une couleur passe-partout pour ne pas être remarquée. La jeune femme, qui était encore blonde à ce moment-là, est donc repartie au volant d'une voiture blanche, après avoir précisé à l'employé de l'agence qu'elle comptait sortir de l'état avec. Il est à noter que, dans la journée, elle a téléphoné 2 fois à Travis. Le jour suivant, Jodie s'est arrêtée à Monterey, en Californie, chez l'un de ses ex, un certain Daryl Brewer, pour lui emprunter 2 jerrycans, et elle a justifié cette demande en lui disant que c'était au cas où, parce qu'elle partait pour un long voyage. L'accusation, elle, y voit plutôt un moyen de s'assurer qu'elle n'aurait pas à acheter de l'essence près de la scène de crime, dans l'Arizona, dans le but de couvrir ses traces, et effectivement, elle a fait le plein et rempli ses 2 jerrycans à la station d'un magasin Arco situé à Pasadena, une autre ville située en Californie. Elle a également contacté Travis à nouveau 2 fois dans la matinée. Le même jour, entre 21h et 22h, soit la veille du meurtre, Jodie a appelé Ryan pour lui dire qu'elle était en route pour venir le voir dans l'Utah et qu'elle arriverait aux alentours de 9h le lendemain matin. Cela dit, contrairement à ce qu'elle lui a affirmé, elle ne se dirigeait pas vers chez lui du tout, mais vers chez Travis, où elle est visiblement arrivée le 4 juin dans la nuit, vers 4h, en témoigne l'historique YouTube de la victime, qui a arrêté sa navigation sur le site dans ces eaux-là. Ce qu'il s'est ensuite passé entre eux ne peut pas être confirmé, parce que seul l'accusé est en mesure d'en parler, mais elle a affirmé qu'ils ont eu des relations sexuelles dans l'après-midi, ce qui semble être vrai, au vu des photos explicites retrouvées dans l'appareil photo. Sur l'un des derniers clichés qui ont été pris ce jour-là, on peut voir Travis ensanglanté sur le sol de la salle de bain, et il était à ce moment-là 17h32. L'homme de 30 ans a donc sûrement perdu la vie très peu de temps après, s'il n'était pas déjà mort. Le soir même, à 22h30, Jodie a appelé Ryan pour lui dire qu'elle s'était perdue en route et qu'elle ne serait finalement dans l'Utah que le 5 dans la matinée, puis 30 minutes après, elle a tenté de téléphoner à Travis une première fois, avant de réessayer 2 fois supplémentaires, alors qu'elle venait a priori le tuer. Elle lui a d'ailleurs laissé des messages et même envoyé des mails après sa mort, probablement dans le but de se constituer une défense. L'un de ces appels a duré 16 minutes et les enquêteurs pensent que pendant que Jodie était en ligne, elle était tout simplement en train d'accéder à distance au compte de messagerie vocale de Travis, peut-être pour effacer de potentielles preuves. Selon les relevés téléphoniques, elle était entre Kingman dans l'Arizona et la frontière du Nevada quand elle a passé tous ses coups de fil. Jodie n'est arrivée à West Jordan dans l'Utah que dans la matinée du 5 juin, entre 10h et 11h. Je veux bien admettre qu'on puisse se perdre sur la route. Ça arrive, même si en 2008, si mes souvenirs sont bons, les GPS étaient déjà quand même assez performants. Mais 24 heures de retard pour un trajet qui aurait dû en prendre la moitié, ça paraît beaucoup quand même. En plus de ça, Ryan a témoigné du fait que certaines choses lui ont paru assez étranges quand il a vu Jodie. En premier lieu, elle n'était plus blonde, mais brune, et malgré une chaleur assez importante, elle portait un t-shirt à manches longues. La jeune femme avait également des coupures sur les mains et quelques pansements autour des doigts,
Et quand il lui a demandé ce qu'il s'était passé, elle lui a répondu qu'elle s'était fait mal au bar-restaurant Margaritaville dans lequel elle travaillait. Sauf que si elle occupait effectivement un emploi dans un restaurant, ce dernier avait pour nom Casa Ramos, et en 2008, il n'y avait de toute façon pas d'établissement de l'enseigne Margaritaville ouvert à Eureka. Cela dit, si on met de côté tout ça, Ryan affirme que Jody avait l'air totalement normal et qu'ils ont passé la journée ensemble comme si de rien n'était. Le soir du 5 juin, elle a repris la route et quand elle a rendu sa voiture de location, avec un jour de retard sur la date prévue, l'employé de l'agence a noté l'absence de tous les tapis de sol du véhicule, mais aussi la présence de taches décrites comme ressemblant à du Kool-Aid sur le siège passager avant et sur l'un des sièges arrière. Kool-Aid, c'est une marque d'un mélange de boissons artificiellement aromatisées très populaire aux États-Unis, mais dans ce cas précis, le doute reste permis en ce qui concerne la réelle provenance de ces taches, parce que quand la police a voulu vérifier, la voiture avait déjà été entièrement nettoyée. Donc si ça se trouve, ce que l'employé a pris pour du Kool-Aid, c'était en fait du sang. Pendant le procès, Jody reste sur ses positions et témoigne face au jury des violences qu'elle affirme avoir subies de la part de Travis. Alice Laviolette, une psychologue spécialisée dans les violences domestiques, appuie cette version en précisant que, bien souvent, les femmes qui en sont victimes ont peur d'en parler par honte. Richard Samuels, un second psychologue, témoigne lui aussi en faveur de Jody en disant qu'elle a vraisemblablement souffert d'un stress aigu juste avant le meurtre, ce qui aurait poussé son corps à se mettre en mode combat ou fuite, puis empêcher son cerveau de conserver les souvenirs de ce qu'il s'est passé. Il affirme également que l'accusé a un syndrome de stress post-traumatique, ce que réfute Janine Demart, la psychologue appelée à la barre, par la partie adverse qui, elle, pense qu'elle n'a été victime d'aucun traumatisme et qu'elle est atteinte d'un trouble de la personnalité limite, dit aussi trouble de la personnalité borderline. Le 8 mai 2013, après 15 heures de délibération, Jody Arias, qui a maintenant 32 ans, est déclaré coupable du meurtre avec préméditation de Travis Alexander. Après ça, il reste à décider si elle sera ou non condamnée à la peine de mort, et à ce sujet, le jury est partagé. 8 se prononcent en faveur de son exécution, et 4 sont contre, mais une décision unanime étant absolument nécessaire pour pouvoir y procéder. Un vice de procédure est dénoncé. Je vous passe tous les détails judiciaires pour vous dire directement ce qui vous intéresse, à savoir la peine dont Jody a écopé. La sentence définitive n'est finalement annoncée que le 13 avril 2005, soit près de 7 ans après les faits, et ce jour-là, l'accusé est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Les avocats de Jody ont bien évidemment interjeté en appel, mais en 2020, la Cour a rejeté cette demande. Il est à noter qu'il y a eu une importante frénésie médiatique autour de cette affaire qui a été l'une des plus suivies aux États-Unis ces dernières années. Beaucoup de psychologues ont depuis soulevé la question d'une éventuelle sociopathie chez Jody, mais les avis divergent, notamment parce qu'avant son histoire avec Travis, elle ne présentait apparemment aucun des symptômes qui en sont normalement caractéristiques. Et vous, qu'en pensez-vous? Meurtre de sang-froid ou légitime défense? Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui et de soutenir la chaîne depuis maintenant plus de 2 ans. Si vous voulez un VPN de qualité et à un prix vraiment attractif, cliquez sur le lien en description ou en commentaire épinglé et accédez à des contenus en ligne exclusifs tout en restant complètement incognito. Testez-le, c'est garanti satisfait ou remboursé pendant 45 jours, alors ça coûte vraiment rien d'essayer. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et en attendant, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!